Bonjour à tous. Merci de comité d'organisation de m'avoir proposé de faire ce cours. Donc moi, je vais vous parler de... comme ça, c'est fait, on va commencer par les effets indésirables. On va dire que c'est... Alors, je regarde. On ne commence pas forcément toujours par cette partie-là, mais au moins, on va vous montrer que c'est complètement gérable et c'est quelque chose qu'on connaît bien en pratique. Et comme l'a dit Sandrine, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez, vous levez la main. On est en petit comité, ça peut être tout à fait interactif. Alors, quand on va parler, moi, je vais surtout vous parler des réactions d'hypersensibilité immédiate. Si après, vous avez des questions sur le retardé, n'hésitez pas. Par définition, c'est ce qui arrive dans les 6 heures qui suivent le début de la perfusion. Donc, ça peut être pendant la perfusion et jusqu'à 6 heures à partir du début de la perfusion. Mais il faut savoir que ça, c'est vraiment la définition que vous allez retrouver dans la littérature. Mais en pratique, une vraie réaction d'hypersensibilité immédiate, ça survient dans l'heure et demie. Et très, très souvent dès la perfusion. Alors, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qu'on voit régulièrement, d'autant plus que c'est au prorata du nombre de patients qui sont sous biothérapie, nous, en dermatologie, dans le psoriasis, maintenant dans la dermatite atopique, dans la maladie de Verneuil, mais chez nos collègues, Minga vous montrera dans les Mickey, également au rhumato, on est également sollicité pour des patients qui font des réactions d'hypersensibilité immédiate aux biothérapies. Alors, en médecine interne également avec le rituximab, donc c'est quelque chose qui survient dans 5 à 10% des cas. Avec le cetuximab qui lui est plutôt utilisé en oncologie, ça survient dans 3% des cas. Et avec l'infliximab qu'on utilise beaucoup, donc gastro, rhumato, médecine interne, pédiatrie également, la fréquence elle est moins bien établie, mais en tout cas c'est loin d'être rare. L'omalizumab, ça c'est un traitement que les pneumos utilisent, nous aussi dans l'urticaire, ils l'utilisent dans l'asthme sévère. Et là aussi, vous voyez, on peut avoir des réactions qui peuvent être potentiellement graves avec de l'anaphylaxie. Donc, je vous propose de le faire sous forme de... La réaction d'hypersensibilité immédiate, ça peut correspondre à des mécanismes différents. Et la sanction thérapeutique, c'est-à-dire le fait de pouvoir réintroduire ou pas le médicament, le fait d'avoir un intérêt ou non à faire des tests cutanés, un protocole de désensibilisation, ça dépend vraiment du type de réaction. Et dès la situation clinique, on peut déjà avoir une idée, en tout cas une hypothèse du mécanisme physiopathologique le plus probable. Et ça va nous permettre de conduire, de savoir si ça vaut le coup ou pas de faire un bilan allergologique et si on va pouvoir réintroduire ou non la molécule. Donc vraiment l'anamnèse, dès ce qui se passe, et ça, vous êtes vraiment au cœur de l'action, puisque généralement, c'est vous qui mettez la perfusion, qui surveillez le patient. Donc, c'est vous qui allez être au cœur de l'action, qui allez voir les premiers signes et qui allez pouvoir nous les décrire. Alors là, je vous ai prise d'une patiente de dermato, 48 ans, qui a des antécédents de psoriasis cutanéo-articulaire sévère. Elle a déjà eu du méthotrexate, c'est une forme axiale de psoriasis articulaire. Et on décide de la mettre sous anti-TNF avec le rhumatologue. Et comme il y a des problèmes d'observance, on propose l'infliximab qui a l'avantage d'être en perfusion à l'hôpital. Donc, on se dit, au moins, on la verra régulièrement quand elle viendra faire ses perfusions, on pourra la réévaluer. Donc, 15 minutes après la 3e perfusion, donc le protocole d'induction dermato, on a un J0, J15, tout se passe très bien. Et à la 3e perfusion, 15 minutes après le début de votre perfusion, la patiente présente une dyspnée, un angioëdème de la langue, elle a une gêne à la déglutition, une dysphonie, une voix qui est anormale. La tension artérielle, c'est une patiente qui d'habitude à 13 et à l'entrée, elle était à 13,8. Il y a une petite baisse de sa tension artérielle et vous faites la saturation, elle désature en air ambiant. Alors, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Travailler un petit peu dès le matin. Premier truc à faire, vous clampez, vous arrêtez. OK. Vous arrêtez. Et puis, bon, généralement, on appelle également le médecin qui a fait l'entrée, qui a vu la patiente, qui a donné le feu vert pour l'infliximab. Et là, en fait, cette patiente, elle a des manifestations anaphylactiques, elle désature, elle menace de se choquer. Donc, en fait, on la met sous oxygène. Et c'est l'adrénaline. Et vraiment, ce qui est le plus simple, nous, dans le service, après on pourra en discuter avec Maria, nous, on a l'adrénaline en épipène, en Jext, l'adrénaline en stylo,
Et c'est très, très simple. Tout le monde peut dégoupiller l'adrénaline, faire l'injection dans la face antérieure antérolatérale de la cuisse, sans ce qui est de préparation compliquée, chariot d'urgence, etc. Nous, on n'est pas un service de réa. Et la première étape, c'est vraiment de faire l'adrénaline. Après, bien sûr, la patiente il y aura un suivi, elle sera prise en charge en soins continus. Mais voilà, ça, c'est vraiment le premier truc. Vous arrêtez la perfusion, vous appelez oxygène et puis vous sortez l'adrénaline. Alors, il y a deux autres choses que j'avais mis, c'est le dosage immédiat de la tryptase. Oui, ça vaut le coup de faire une tryptase. C'est une signature de la réaction anaphylactique, parce que si c'est IgE dépendant, le mastocyte va dégranuler, vous aurez une augmentation de la tryptase, mais il ne faut pas la faire tout de suite, parce que là, elle ne sera pas augmentée. Il faut la faire, on attend au moins une demi-heure, et alors, il ne faut pas louper le coche, on la fait entre une demi-heure et 2 heures. Et puis après, on en refera une le lendemain ou le surlendemain en baseline pour voir si elle n'a pas déjà une augmentation naturelle, en fait, physiologique, enfin, non, pas physiologique, une augmentation en base de la tryptase, ça peut être une mastocytose. La perfusion IV de dexchlorphéniramine, c'est la polaramine. Bon, là, si la patiente désature et dyspnéique, c'est clair que ce n'est pas la polaramine qui va la traiter, ni même la perfusion de corticoïdes. On met la polaramine et éventuellement la polaramine ou un antihistaminique et l'hémisuccinate d'hydrocortisone en prévention, mais ça n'a jamais prévenu un accident anaphylactique. Si c'est une vraie anaphylaxie, la polaramine ou les corticoïdes, ça n'empêchera pas et ça ne traitera pas. C'est vraiment l'adrénaline. Voilà, donc ça, de toute façon, vous aurez le diaporama. C'est les recos de réanimation. Hein. Vous voyez, on peut tout à fait, dans un service qui n'est pas un service de réa, utiliser l'adrénaline en stylo. Ça marche très, très bien. Et puis, on ne se pose pas de questions sur la dose, sur la disponibilité. On en a dans le chariot. Et tout le monde peut le faire. Alors voilà, je vous ai mis les signes. Ça, c'est le truc qu'il ne faut vraiment pas louper. C'est repérer l'anaphylaxie toujours. Ce n'est pas la situation la plus fréquente. C'est rarement une vraie anaphylaxie IgE dépendante. Mais celle-là, il ne faut pas la louper parce qu'il y a mise en jeu du pronostic vital. Et on ne réintroduira pas le médicament ou alors on fera un protocole de désensibilisation si le médicament est indispensable. Donc, les signes cutanéo-muqueux, l'érythème, le prurite, l'urticaire et même l'angioëdème, c'est le grade 1 de l'anaphylaxie et ça peut arriver même dans les réactions de perfusion, même dans ce qui n'est pas anaphylactique. Pour qu'il y ait de l'anaphylaxie, il faut d'autres signes, notamment des signes respiratoires comme la dyspnée, la désaturation chez notre patiente, des signes cardiovasculaires comme l'hypotension, parfois aussi des signes digestifs, hein, ça peut être assez trompeur. La patiente qui vous dit « je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai des nausées pendant la perfusion », vous arrêtez aussi. Ça peut être un signe d'anaphylaxie. Et puis aussi les signes neurologiques, notamment au niveau de la conscience. Voilà, les grades de sévérité, donc c'est bien pour vous dire que souvent on est appelé, vous verrez que parfois on dit en grade 1, bah, c'est bon, on va ralentir le débit de perfusion et on va reprendre la perfusion, même s'il y a un angioëdème, s'il n'y a pas de signe de choc, même si le patient n'a pas de signe respiratoire, pas de dysphonie, dysphagie, il n'y a pas de problème, on peut mettre un antihistaminique et reprendre la perfusion tout de suite ou lors d'une autre hospitalisation en optimisant la prémédication. Par contre, dès que vous avez des signes de grade 2, 3, 4, là, vous ne pouvez pas faire autrement que vous dire c'est peut-être une réaction anaphylactique. Et là, il faut aller un petit peu plus loin au niveau allergologique. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails de la physiopathologie, mais ça, je vous en parle parce que c'est important, parce que ça va vraiment conditionner le bilan qu'on va proposer à cette patiente et le fait qu'on va réintroduire ou pas et sous quelles conditions, comment, avec quel protocole on va pouvoir réintroduire le médicament si on peut le réintroduire. Donc, il y a les réactions IgE dépendantes, IgE médiées. Donc, ça, c'est vraiment l'anaphylaxie, en sachant que parfois, ça peut être IgG également, mais on ne dose pas, à part dans certains cas, pour le cetuximab, on ne dose pas ces IgE. Et puis, on a, donc ça, c'est la situation d'anaphylaxie, c'est celle-là. Et puis, ce qu'on voit assez souvent également, même plus souvent, c'est les réactions de perfusion ou les orages cytokiniques, en sachant qu'il y a des petites différences subtiles cliniques entre les deux, mais c'est surtout des différences physiopathologiques, mais ça peut avoir aussi des conséquences sur le plan de la conduite à tenir. Le type 4, c'est le type retardé, donc c'est des réactions qu'on va voir après et qu'on ne va pas détailler ici, mais si vous avez des questions, on pourra en parler. Donc, la réaction anaphylactique qui est IgE ou IgG médiée, donc par définition,
pour qu'on ait fabriqué des IgE ou des IgG, il faut qu'on ait déjà été sensibilisé antérieurement. Donc, par définition, ça ne survient pas à la première perfusion. Il faut une sensibilisation préalable. C'était la 3e perfusion chez notre patiente. Sauf un cas particulier où le patient a pu, ou la patiente a pu se sensibiliser avec autre chose qui contient en fait les mêmes épitopes, les mêmes composants antigéniques. Donc, c'est-à-dire il y a eu une réaction croisée immunologique. Donc, on a l'impression que la patiente n'a jamais eu le produit, mais en fait, elle a eu un produit avec lequel il y a une réaction croisée. Donc, dès la première perfusion, ça peut arriver. Je vous montrerai avec le cétuximab. En règle générale, c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est important d'avoir les idées bien claires. Ça survient rapidement. C'est pendant la perfusion. Par définition, c'est dans l'heure et l'heure et demie, mais généralement, c'est dès les premières minutes de perfusion. Ça peut être grave, ça ne répondra pas aux antihistaminiques ou aux corticoïdes. Donc, si vous avez un doute, on fait l'adrénaline IM et on ne se pose pas de questions. Si on réintroduit, ça récidivera systématiquement, peut-être de manière plus grave. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut penser à faire la tryptasémie, mais au bon moment. Voilà, ça, c'était pour vous montrer, on a parfois nos collègues en oncologie qui nous appellent parce que le patient a fait une vraie réaction anaphylactique, parfois grave, jusqu'à un choc anaphylactique, avec des molécules, notamment avec le cétuximab, qui est un anti-EGFR. C'est assez fréquent avec lui et ça peut survenir dès la première perfusion parce que la réaction IgE dépendante se fait vis-à-vis d'une protéine qu'on appelle l'alpha-gal, anti-galactose alpha 1,3-galactose. Et l'alpha-gal, c'est une protéine qui est contenue dans les viandes de mammifères. Et les patients qui sont piqués par des tiques peuvent se sensibiliser comme ça avec l'alpha-gal. Ils peuvent aussi se sensibiliser via la viande ingestée. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est quand il y a un passage systémique avec la tique. Et donc, dès la première perfusion, le patient, par cette réaction croisée, peut faire une réaction même grave, alors qu'on a l'impression qu'il n'a jamais été en contact avec le cétuximab. Et là, les IgE, elles se dosent et on fait le dosage en pratique dans le cadre du bilan préthérapeutique. Donc là, voilà, ça, c'était le tableau un peu caricatural, mais à bien se mettre dans la tête de ce qui est l'anaphylaxie IgE ou IgG dépendante. La situation clinique 2, donc là, c'est une patiente qui est adressée par les collègues de médecine interne, une patiente de 62 ans qui a une thrombopénie auto-immune dans un contexte de maladie à cytomégalovirus. Donc, elle a déjà eu des traitements, elle est en échec de la corticothérapie orale, des immunoglobulines IV. Elle a également du Nplate, donc ça, c'est une action hématologique sur les plaquettes, depuis plusieurs mois. Elle est en échec et donc, c'était mon collègue Louis Thériault qui décide de la mettre sous rituximab. Donc, c'était sa première perfusion de rituximab, donc il y a un anticorps anti-CD20 qui va agir sur l'auto-immunité. Donc, dès la première cure, alors qu'elle n'a jamais eu de rituximab auparavant, 30 minutes après le début de la perfusion, donc ça va vite, un prurite, une urticaire assez diffuse, un petit prurite dans la gorge, elles sont une petite gêne, mais il n'y a pas de dyspnée, pas de dysphonie, l'examen respiratoire est normal, il n'y a pas de bronchospasme, la tension artérielle est normale, il n'y a pas de tachycardie ou au contraire de bradycardie. Donc là, l'infirmière avait arrêté la perfusion et fait de la polaramine. Et les symptômes s'étaient résolus très rapidement. Et donc, on avait été contactés. Donc, Louis m'avait appelé au moment T. Et on s'était dit, bon, comme il n'y a pas de signe de gravité, que les symptômes se sont résolus avec l'arrêt de la perfusion très rapidement et avec juste un antihistaminique, on s'est dit que c'était peut-être une réaction liée à la perfusion, donc juste à un relargage de cytokines pro-inflammatoires en début de perfusion. Donc, on a essayé de reprendre la perfusion à moindre débit. On a diminué. Alors, bien sûr, ça fait une journée un peu plus importante en hôpital de jour. Et puis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu 2 heures. On a refait une perfusion de polaramine avec de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. On a refait une prémédication et on a recommencé à un faible débit. Et la patiente a pu supporter jusqu'au bout sa perfusion et les perfusions ultérieures, elle a pu les surveiller aussi. Donc là, à votre avis, si on prend cette vignette clinique qui est très fréquente aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de l'anaphylaxie? Est-ce que c'est bizarre? Elle a pu reprendre le Ritux, donc a priori, ce n'est pas lié au Ritux. Est-ce que c'est étonnant? Ça ne colle pas, ça ne doit pas être lié au Ritux parce que c'est la première perfusion. Est-ce que vous pensez que cette dame, elle aurait dû avoir de l'adrénaline parce qu'elle avait des signes de grade 3?
Est-ce que vous pensez que c'est son romiplostim qu'elle avait depuis 7 mois? Peut-être. On a un peu répondu. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que probablement, c'est le rituximab, c'est pendant la perfusion. Elle n'était pas choquée, sa dame, et ça ne faisait pas du tout anaphylaxie. Là, on est plutôt dans ces deux situations-là. Donc, c'est un problème immunologique, mais qui n'est pas IgE ou IgG médié, ce n'est pas une allergie. En fait, c'est un mécanisme immunologique, c'est-à-dire que quand vous injectez en plus en perfusion, donc un débit assez important chez une patiente qui en plus a être dysimmunitaire, voilà, avec un système immunitaire un petit peu en éveil en permanence, quand vous injectez, on peut avoir un relargage de cytokines et ça peut donner tout simplement, ce qui est plus fréquent, une réaction à la perfusion et parfois des accidents un petit peu plus marqués qui sont liés à l'orage cytokinique. Mais grosso modo, c'est la même physiopathologie, c'est juste une question d'intensité. Alors, l'orage cytokinique, c'est possible dès la première perfusion. Il n'y a pas besoin d'être sensibilisé, ce n'est pas de l'allergie. Les signes cliniques, ça va ressembler très, très fort à l'allergie, mais il y a aussi des signes moins spécifiques. De la fièvre, des frissons, des céphalées, des douleurs thoraciques. C'est un petit peu comme l'accident de transfusion, en fait. Ça ressemble un peu à ça. Ça peut être grave, donc là, il faut arrêter la perfusion. Si on reprend la perfusion, ça va recommencer et il n'y aura pas de résolution spontanée, donc on ne peut pas la continuer. Et en règle générale, c'est ce qu'on a testé là. On a fait une prémédication, on a optimisé la prémédication et c'est passé. Donc, a priori, ce n'était pas l'orage cytokinique, parce qu'en règle générale, la prémédication ne suffit pas. Par contre, ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est un relargage de cytokines qui est beaucoup plus minime. Donc, c'est juste une réaction à la perfusion. Donc, là encore, ce n'est pas allergique, donc ça peut survenir dès la première perfusion. Souvent, ça ne ressemble pas à de l'allergie, c'est plutôt de la fièvre, des frissons, malaise, nausées. Alors, bien sûr, il faut arrêter la perfusion et voir ce qui se passe. C'est souvent des signes légers à modérés. Ça se résout très, très vite quand vous arrêtez la perfusion. On peut réessayer, là encore, on peut faire une prémédication, ça peut fonctionner et on peut l'optimiser pour la prochaine fois, pour la prochaine perfusion. Et on diminue le débit, on augmente un petit peu le temps de séjour de la patiente, mais en règle générale, ça lui permet d'avoir la dose totale de rituximab. Donc là, le fait qu'on ait pu arrêter, c'était pas grave, ça s'est résolu rapidement, y compris avec tout simplement de la polaramine, et qu'on a pu reprendre et avec un faible débit, compléter le traitement de la patiente, c'est plutôt en faveur d'une réaction de perfusion. Donc ça, en fait, ce n'est pas une contre-indication définitive du rituximab. Ça autorise une deuxième perfusion du rituximab où on pourra optimiser la prémédication si elle n'avait pas été faite, l'optimiser si elle avait été faite, mais enfin rajouter des choses. Et puis, ça, c'est au cas par cas. Et puis, il y a des habitudes de service. Et puis, il faudra ralentir le débit de perfusion, au moins pour les prochaines perfusions. Donc, si on termine pour les réactions, l'algorithme devant toute réaction d'hypersensibilité immédiate, tout de suite, vous ne cherchez pas, vous clampez, vous prenez les signes vitaux. Si c'est grave, c'est-à-dire qu'il y a des signes respiratoires et ou des signes cardiovasculaires, ça peut être allergique. Donc là, on arrête tout. Il faudra un avis de quelqu'un qui a l'habitude, donc un avis allergologique. Nous, on en fait beaucoup en dermato. Il y a également les collègues de pneumoallergologie chez Cécile Chenives qui testent également. Donc, on ne réintroduira pas sans un avis et sans une exploration. Si par contre, en clampant, en mettant des antihistaminiques, tout se passe bien, que la patiente n'a pas désaturé, ne s'est pas choquée, ça peut être soit une réaction à la perfusion, soit un orage cytokinique. Vous avez vu, ça c'est pareil, c'est nous en tant qu'allergologues, immunoallergologues, on verra s'il y a des petites différences et on pourra se poser la question de tester et de réintroduire. Après, quand on doit réintroduire, il y a plein de petits trucs. Ça dépend vraiment de chaque médecin, de chaque école, de chaque service. On a tous nos habitudes. C'est souvent les antihistaminiques. On peut parfois commencer un petit peu avant, pendant 2-3 jours par os et refaire la polaramine juste avant. On peut mettre des corticoïdes. Certains mettent des anti-inflammatoires. Certains mettent du montelukast, du singulaire, pour essayer de bloquer les leucotriènes et bloquer le mastocyte. Voilà, c'est au cas par cas en fonction du patient et des habitudes de service. Quand est-ce qu'on va faire un bilan allergologique? Si vous nous adressez le patient, j'ai essayé de résumer les situations. C'est quand le médicament est indispensable et non remplaçable. Sinon, on ne teste pas, on n'embête pas les patients, mais en règle générale, dans ces situations-là, c'est le cas.
Quand on a une réaction évocatrice d'un mécanisme immunoallergologique, là, c'est sûr, on va tester. Si le patient a eu des signes sévères, ça évoque aussi potentiellement l'immunoallergie, donc on va tester. Si on a une tryptasémie en 30 minutes, 2 heures qui est élevée par rapport à la baseline, on va tester parce que c'est peut-être immunoallergique. Et si on avait des réactions pas sévères mais qui n'ont pas répondu au traitement symptomatique, qui ont récidivé dès qu'on a retenté la perfusion, là aussi, on va tester. Alors, comment on teste? On est en hypersensibilité immédiate. Donc, en fait, on va faire ça en hôpital de jour, sous surveillance, hein, bien sûr, parce qu'on peut redéclencher des symptômes. On va faire les prick tests. Donc, ça, en fait, c'est exactement les mêmes tests que pour les allergies poils de chat, poils de chien, allergies alimentaires, sauf que l'allergène, ça va être le médicament qui est préparé par la pharmacie. C'est assez facile. C'est des solutions stériles. Donc, en termes de préparation, c'est très simple. Donc, on fait un prick test qu'on ne dilue pas, on le dilue vraiment que dans les formes où il y a eu un choc anaphylactique. Et puis après, on va faire les intradermoréactions. Là encore, on a nos protocoles. Et on lit. Donc, les intradermoréactions, on peut les faire sur le bras ou dans le dos. C'est un petit peu douloureux, ça brûle un peu, hein, mais c'est tout à fait supportable et on fait en concentration croissante. Les concentrations, ça dépend de la sévérité de l'accident initial. Alors, il peut y avoir des faux négatifs, hein, parfois des peaux très réactives, donc il faut avoir l'habitude de les lire. Et puis, il y a plein de données disponibles dans la littérature et dans notre expérience, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre pratique courante. Voilà, là, je vous ai montré la photo pour faire les prick tests. Donc, il faut qu'on déclenche non seulement une papule, donc quelque chose qui est en relief, et ça doit faire 3 mm de plus que le témoin positif qui est l'histamine. Les IDR, voilà, dans le dos. Alors là, bon, c'était avec des concentrations très faibles parce que c'était, je pense même que c'était pas avec une biothérapie, c'est juste pour vous montrer le mécanisme. Enfin, et puis voilà, on prépare tous les tests. Il y a des ABAC, la pharmacie centrale nous prépare ça de manière stérile et on peut tester sans problème tous les biomédicaments. Alors, ce qu'on fait en pratique, si nos tests cutanés sont positifs et que le médicament est vraiment indispensable, on ne peut pas faire autrement. C'est là qu'on peut faire des inductions de tolérance en 12, en 16, en 18 étapes. Donc, c'est très long, mais ça permet, ça prend toute une journée. Ça occupe beaucoup l'équipe médicale, en particulier infirmière, qui prend très régulièrement des constantes et qui surveille très régulièrement la patiente, mais ça permet de traiter des patients. Si les tests cutanés sont négatifs, si la réaction initiale n'était pas sévère, que vous dites que ça n'avait pas une tête immunoallergique, que la tryptase, si elle a pu être dosée, n'était pas élevée, vous allez là, par contre, faire un test de réintroduction. On va tenter, alors bon, on a plusieurs protocoles, c'est 1/100 ou 1/10 de dose. S'il y a une réaction même minime, on proposera un protocole d'induction de tolérance. Si par contre, il n'y a pas de réaction, on pourra reprendre les perfusions et optimiser la prémédication. Alors, les protocoles d'induction de tolérance, on n'en fait pas tous les jours, mais on en fait très régulièrement chez nous ou chez Cécile et Diane en pneumo-allergo. Donc, en fait, le but, c'est pas un test de provocation orale, un test de réintroduction. Le test de réintroduction, on veut déclencher quelque chose. Une induction de tolérance, donc on ne met pas de prémédication et tout, parce qu'on ne veut pas louper le coche, on veut voir s'il y a vraiment une réaction immunoallergique ou pas. Dans l'induction de tolérance, là, par contre, on va mettre une prémédication parce qu'on sait qu'il y a une réaction d'hypersensibilité, mais ce qu'on veut, c'est aller forcer le système, essayer de bloquer le système immunitaire, de le mettre en veille. Donc, on l'habitue progressivement à avoir des petites quantités de produits qu'on augmente progressivement. Et là, on met la prémédication parce que le but, c'est justement de ne pas déclencher au moment possible. Donc, ça va protéger contre l'anaphylaxie, mais il faudra le refaire à chaque fois. La patiente reste, dans le premier cas, sensibilisée. Donc, à chaque fois qu'elle reviendra, il faudra faire le protocole de désensibilisation. Parfois, on pourra le raccourcir, faire moins d'étapes si ça se passe bien au bout de 3-4 perfusions, mais il faudra continuer parce que ce n'est pas pérenne, ce n'est pas une désensibilisation permanente. Il faut savoir qu'on ne sait pas encore bien comment ça fonctionne. L'induction de tolérance, on est encore assez empirique. Il y a plein de protocoles dans la littérature. On a nos protocoles avec la pharmacie centrale et on peut très bien le faire pour les anticorps monoclonaux. En fait, la pharmacie nous fabrique 3 poches de produits qui ont une concentration différente. Et ces 3 poches, on va les passer à chaque fois à 3 débits différents en blindant au maximum la prémédication.
Et voilà, on a un ABAC comme ça. Donc, vous voyez, c'est long. Là, c'est le protocole classique en 12 paliers. Et on va arriver à la dose cible d'1 gramme à la fin de la journée. Donc, généralement, dans l'induction de tolérance, on déclenche quand même des petites choses, environ dans un tiers des cas. Plus souvent, c'est léger, plutôt en fin de perfusion, un peu d'urticaire, de prurite, parfois une petite gêne laryngée. Mais on peut rajouter un antihistaminique. Et le but, c'est vraiment que le patient aille au maximum vers sa dose cible. Et comme je vous disais, ce n'est pas pérenne. Donc, il faudra à chaque fois refaire le protocole d'induction. Donc, pour terminer, si vous voulez vous montrer que c'était une situation fréquente, que vous avez un rôle très important à jouer parce que c'est dès les premières minutes que ça se passe et il faut que vous repériez l'anaphylaxie et c'est vous qui allez nous donner les signes d'anaphylaxie. Vous ne cherchez pas, vous arrêtez la perfusion. S'il y a le moindre doute, vous ne faites pas l'économie d'une adrénaline intramusculaire, c'est important de le faire. De toute façon, le patient est en milieu hospitalier, elle sera surveillée. Si on a en possibilité, si on évoque plutôt une réaction de perfusion, on peut reprendre le traitement, optimiser la prémédication et ralentir le débit. Si on a le moindre doute sur quelque chose d'immunoallergique, il faut nous contacter. On peut faire un bilan allergologique et proposer, si le patient est bien, mais même quand les tests sont négatifs, de toute façon, s'il y a un accident sévère, on a toujours un doute et on fera un protocole d'induction de tolérance. Mais là, c'est vraiment une approche multidisciplinaire, donc on en discute tous ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention.